Alors je parle aujourd'hui uniquement comme universitaire, même si vous savez sûrement je suis par ailleurs militant, mais aujourd'hui j'ai été invité comme universitaire pour étudier justement ces politiques européennes sur l'asile. Et en la matière, il y a un grand paradoxe sur les politiques européennes d'asile, c'est que si on regarde d'un point de vue formel, elles sont extrêmement protectrices. Je pense qu'on a le système européen est le système le plus protecteur au monde des demandeurs d'asile et plus largement des questions de torture et de traitement inhumain et dégradant. Après, quand on regarde concrètement comment cette politique européenne d'asile fonctionne, on s'aperçoit qu'il y a d'énormes carences et problèmes et que concrètement, il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui ne trouvent pas justement asile et qui ne trouvent pas protection. Et régulièrement encore, les États sont condamnés, notamment par la Cour européenne des droits de l'homme, pour des renvois, des tentatives de renvoi abusives vers des pays qui pratiquent la torture ou les traitements inhumains et dégradants. Alors, je vais d'abord voir la protection optimale. Alors, c'est vrai qu'elle est optimale. L'ensemble des États membres du Conseil de l'Europe, donc c'est la grande Europe des 47, sont liés, comme vous le savez, par la Convention européenne des droits de l'homme, par une convention qui prohibe aussi la torture, une convention de 1984. Il y a des instruments de protection qui sont extrêmement forts, notamment cette Cour européenne des droits de l'homme qui a une jurisprudence très protectrice sur les questions de torture et de traitement inhumain et dégradant. La Cour a encore appelé dans un arrêt de grande chambre du 13 décembre 2012, donc très récemment dans l'affaire El Masri, qu'on ne tolère dans aucun cas la torture, y compris quand il s'agit de lutter contre le terrorisme ou quoi que ce soit, ce n'est pas possible. En Europe, c'est prohibé. Et donc la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'État macédonien pour avoir livré aux États-Unis une personne, c'est les fameuses détentions secrètes et les vols secrets de la CIA. Et donc M. El-Masri avait été livré par la Macédoine aux États-Unis, et donc cet État est condamné par la Cour puisqu'on ne tolère aucune forme de torture. Et donc on a une protection optimale, alors qui est garantie par la Convention européenne des droits de l'homme, par l'ensemble des textes du Conseil de l'Europe, mais aussi par les textes de l'Union européenne, l'Europe des 27. Au sein de l'Union européenne, vous savez sûrement, il y a la Charte des droits fondamentaux, qui est l'Union européenne. Cette Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prohibe la torture, les traitements inhumains et dégradants, prohibe d'ailleurs aussi la peine de mort en toutes circonstances, mais aussi prohibe la torture, la peine de mort et les traitements inhumains et dégradants par ricochet. C'est-à-dire si on risque de renvoyer un étranger vers un pays qui pratique la torture et les traitements inhumains et dégradants, c'est prohibé, un État ne peut pas le faire. Et donc c'est depuis 1989, la Cour européenne des droits de l'homme a affirmé dans un arrêt Söring que renvoyer quelqu'un qui est condamné à la peine de mort vers le couloir de la mort, c'était un traitement inhumain et dégradant. Et donc un État ne peut pas le faire, en espèce la Grande-Bretagne. Plus largement, les demandeurs d'asile sont très bien protégés en Europe. Tous les États membres du Conseil de l'Europe ou de l'Union européenne sont membres de la Convention de Genève sur le statut de réfugié, qui a un principe de non-refoulement, donc on ne peut pas renvoyer quelqu'un qui risque des persécutions vers un pays qui est justement le persécuter. Et l'ensemble des instruments européens vont dans le même sens de protection optimale des demandeurs d'asile, donc ils peuvent trouver asile. Il y a des directives européennes qui définissent le statut de réfugié, qui prohibent le renvoi, qui prévoient l'application de la Convention de Genève. Et plus largement, il y a une jurisprudence extrêmement protectrice de la Cour européenne des droits de l'homme sur les demandeurs d'asile. Notamment, la Cour européenne des droits de l'homme prévoit un recours suspensif, c'est-à-dire les juridictions doivent pouvoir se prononcer avant le renvoi d'un demandeur d'asile vers un pays où il risque des tortures ou des traitements inhumains et dégradants. Et les juridictions nationales appliquent ces jurisprudences. Alors voilà pour un panorama on voit assez protecteur. Dans la réalité, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de carences à cette politique européenne de l'asile. Il y a des carences d'abord à cause des textes qui sont largement perfectibles. Il y a des gros défauts sur les textes européens. C'est des textes qui sont en cours de renégociation et les États ne résistent pas en s'entendant par un système plus protecteur. Mais les carences viennent aussi de la politique européenne d'asile elle-même, de la politique européenne elle-même, qui parfois produit des phénomènes de torture ou de traitement inhumain dégradant. Alors d'abord sur les textes, vous savez sûrement que depuis 1999, dans le cadre du pacte de Tampere, les États membres ont prévu d'avoir une politique commune d'asile. Et il y a un ensemble de directives, c'est à peu près une demi-douzaine de textes qui ont été adoptés. Il y a un règlement, le règlement Dublin. Il y a aussi des règlements plus techniques comme le règlement Eurodac qui ont été adoptés pour définir la qualité de réfugiés, pour prévoir un système d'accueil commun à l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Donc, normalement, un demandeur d'asile en Grèce doit avoir les mêmes conditions d'accueil qu'un demandeur d'asile en France ou en Allemagne.
pour prévoir un ensemble de normes minimales protectrices. Le problème, c'est que ces textes, on le sait, c'est des compromis, souvent des compromis assez boiteux de la part des États membres, et on a eu tendance à faire des normes minimales justement. Pas vraiment des standards de protection qui sont au niveau de ce qu'exigerait la Cour européenne des droits de l'homme, mais des normes où chaque État essaie de tirer vers le bas, d'avoir un certain nombre de dérogations pour maintenir son système. Donc certains États enferment les demandeurs d'asile, d'autres États ont des procédures qui ne sont pas satisfaisantes. Enfin, chaque État a voulu maintenir ses exceptions, ses dérogations. Et donc on a des textes qui sont largement des textes gruyères et qui ne sont pas suffisamment protecteurs. C'est reconnu par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est reconnu par la Commission européenne elle-même qui essaye d'obtenir la renégociation de ces textes, qui propose actuellement un nouveau régime, le régime d'asile européen commun. En pratique, les États résistent un maximum pour avoir un alignement de l'ensemble de ces textes vers un régime plus protecteur. Alors certes, la Cour de justice de l'Union européenne, qui est le juge de l'Union européenne, est intervenue dans pas mal de décisions pour essayer d'unifier l'ensemble du régime de l'asile pour l'ensemble des États membres, mais ce n'est pas suffisant pour assurer une protection totalement satisfaisante, à tel point d'ailleurs que certains textes européens ont né des condamnations d'État par la Cour européenne des droits de l'homme. Le principal texte qui pose problème, c'est le règlement Dublin. Alors c'est un règlement assez technique qui était à l'origine une convention entre un certain nombre d'États membres de l'Union européenne, qui ensuite a été communautarisé, comme on dit, donc c'est devenu un texte de l'Union européenne et c'est devenu un règlement. Et ce règlement Dublin, qu'on appelle le règlement Dublin 2, pose un principe qui peut se défendre d'un point de vue théorique, mais qui d'un point de vue pratique crée d'énormes difficultés. Alors c'est assez simple, normalement je vous ai dit, il doit y avoir un régime commun d'asile, c'est-à-dire un demandeur d'asile devrait être accueilli de la même façon partout au sein de l'Union européenne, et donc les États membres ont décidé qu'un seul État est responsable de l'examen de la demande d'asile. Donc quelqu'un qui arrive en Grèce, c'est la Grèce qui est responsable, quelqu'un qui arrive en Pologne, c'est la Pologne qui est responsable, quelqu'un qui arrive en France, c'est la France qui est responsable. Et donc normalement, il y a un système de réadmission, c'est-à-dire si quelqu'un qui est passé par la Grèce arrive en France, on va lui dire vous êtes passé par la Grèce, on va retrouver vos empreintes de Eurodac, on vous renvoie vers la Grèce. Et si le système fonctionnait, si effectivement on avait un régime commun d'asile, avec les mêmes conditions d'accueil partout, les mêmes critères pour déterminer le statut de réfugié, ça ne poserait pas de problème. Sauf qu'on s'aperçoit que le taux de reconnaissance varie énormément d'un État à l'autre. Il y a des États comme la Grèce qui sont incapables de recevoir les demandeurs d'asile, qui ont des conditions de détention contraires aux droits fondamentaux. La Grèce a été condamnée à de nombreuses reprises pour torture ou traitement inhumain et dégradant pour les conditions de détention. Il y a même une juridiction grecque il y a quelques semaines qui a relâché des personnes qui étaient détenues, des étrangers qui étaient détenus dans une prison grecque, en considérant qu'ils étaient en état de nécessité. Donc ils ont pu prendre la fuite, ils ont pu s'enfuir d'une prison en Grèce parce que les conditions de détention étaient tellement horribles qu'elles étaient contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et une juridiction grecque a dit que la fuite était légitime dans ce cas-là. Donc vous voyez, les conditions de détention en Grèce sont horribles, et surtout le taux de reconnaissance du statut de réfugié est extrêmement bas, moins d'1% des demandeurs sont reconnus quand les demandes sont enregistrées. Et le problème, c'est que si quelqu'un est passé par la Grèce et arrive en France, jusqu'à une période récente, eh bien on le renvoyait en Grèce par la procédure de réadmission. Et donc à cause de Eurodac, à cause de ce système-là, il ne pouvait pas demander l'asile en France ou dans d'autres pays. Alors la Cour européenne des droits de l'homme est intervenue sur ces questions-là. Il y a M. MSS qui a fait un recours contre la Belgique et contre la Grèce parce que justement il était passé vers la Grèce, il a été détenu dans des conditions horribles, il était arrivé en Belgique, il avait fait une demande d'asile qui avait été rejetée, il n'avait pas eu de recours suspensif, il avait été renvoyé en Grèce, et M. MSS a obtenu la condamnation de la Belgique et de la Grèce, à la fois pour violation de l'article 3, torture et traitement inhumain et dégradant de la part de la Grèce, mais aussi pour violation du droit au recours effectif à l'encontre de la Belgique. Et ça remet en cause assez fondamentalement le système européen d'asile, puisque les États, désormais, ne peuvent pas renvoyer vers un État membre de l'Union européenne qui n'est pas capable d'accueillir les demandeurs d'asile dans des bonnes conditions. Et en plus, il y a un renversement de la présomption, puisqu'il y avait une présomption de respect des droits fondamentaux dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, et l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme ont renversé ce système de présomption. Mais pour autant, même si aujourd'hui les demandeurs d'asile ne sont plus renvoyés vers la Grèce, il y a d'autres États membres de l'Union européenne qui ne respectent pas suffisamment l'asile, et le règlement Dublin n'est toujours pas satisfaisant par son système de répartition,
Il est très inégalitaire d'un État à l'autre, puisque vous voyez bien, ce sont les États du Sud où arrivent les demandeurs d'asile, la plupart du temps, ces demandeurs d'asile préféraient faire des demandes d'asile dans les États du Nord. Il y a un projet de réforme de ce règlement, néanmoins le projet de réforme n'est pas satisfaisant et ne permettrait pas de résoudre l'ensemble des difficultés posées par ce règlement. Donc vous voyez bien qu'au sein de l'Union européenne, à cause de ces directives qui ne sont pas unifiées, qui ne sont pas suffisamment protectrices, et à cause de ce règlement qui a un mécanisme de répartition des normes inégalitaire, inéquitable entre les États, eh bien on se retrouve avec des demandeurs d'asile qui peuvent être envoyés vers des pays qui ne respectent pas les droits fondamentaux et qui éventuellement pratiquent des tortures et des traitements inhumains et dégradants. Et s'ils n'ont pas la chance d'être défendus par une association pour faire un recours devant une juridiction ou pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme en mesure provisoire, ils ont un risque de renvoi assez important. Alors, dernier point, c'est que non seulement les textes européens sont défaillants, mais parfois c'est la politique européenne elle-même qui crée des problèmes et qui crée des risques de torture et de traitement inhumain dégradant. Alors, en réalité, ce n'est pas tout à fait la politique d'asile, c'est des politiques qu'on appelle des politiques d'externalisation ou des politiques de contrôle des frontières. C'est-à-dire, depuis un certain nombre d'années, on développe des contrôles frontaliers avec une agence qui s'appelle l'agence Frontex, avec un certain nombre de gardes frontières. Tout ce phénomène est assez connu par le terme d'externalisation des politiques d'asile, etc. Donc on fait de plus en plus de contrôles aux frontières et puis surtout on délègue ces contrôles frontaliers à des voisins de l'Union européenne, la Turquie, la Libye, le Maroc, l'Algérie. Or on se retrouve avec des pays qui ne respectent pas suffisamment la protection des personnes, qui parfois pratiquent des tortures et des traitements inhumains dégradants. Et l'Union européenne participe à tout ce mouvement d'externalisation de ces politiques. Là aussi, la Cour européenne des droits de l'homme a récemment condamné des États de l'Union européenne, principalement l'Italie, pour la question des interceptions en haute mer. C'est-à-dire il y avait des étrangers, des migrants qui étaient sur un bateau qui a été intercepté au large de l'Italie. Et ces personnes-là, au lieu d'examiner leur demande d'asile éventuelle, on les a renvoyées vers la Libye. Le gouvernement italien les a envoyés vers la Libye, d'ailleurs sur le fondement de l'accord secret qui existait à l'époque entre Berlusconi et le colonel Kadhafi. Et donc la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que c'était contraire là aussi à l'article 3 et à l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour autant, même s'il peut y avoir des améliorations grâce à cette jurisprudence de la Cour, on constate que l'Union européenne continue avec la Tunisie, avec la Libye, avec d'autres États voisins à faire ce type de politique. Parfois passe des accords de réadmission avec ces États-là pour renvoyer les étrangers. Récemment, il y a quelques jours, on a vu publier au journal officiel de l'Union européenne un appel d'offres, par exemple, qui fait une étude sur la création d'un corps de garde-frontières européen, sur la faisabilité de la création de ce corps de garde-frontières européen. Et donc on est dans la même logique on renvoie la responsabilité, on essaie de créer un système européen, des espèces de murs européens pour empêcher l'arrivée des étrangers, mais aussi par voie de conséquence des demandeurs d'asile. Et donc on expose un certain nombre de personnes à ce risque de traitement et de mauvais traitement, de torture, de traitement inhumain dégradant. Voilà grosso modo pour cette politique européenne d'asile.